imaginez. Pas d'horizon. Le ciel est couleur de plomb. Le sol est de glace. Quand vous respirez, vos poumons brûlent. Ce n'est pas du froid. C'est un couteau qui vous lacère de l'intérieur. Quand le vent se lève, il tranche chaque cellule de votre visage, une par une. Vos cils gèlent. Vos doigts lancinent, puis se taisent. La sensation disparaît. Et c'est là le plus grand danger. Votre corps a déjà sacrifié cette zone. Mais là-bas, dans la brume, quelque chose bouge, gigantesque. Près de 10 tonnes. Ces pas font trembler le sol. Ces longues défenses incurvées fendent la neige. Il avance telle une montagne de fourrure, comme si ce froid ne le concernait pas. Vous tremblez. Lui, il ne fait que marcher. Les films ne vous montrent jamais l'homme de l'âge de glace essayant de domestiquer ce géant, car il n'a pas essayé. Les livres d'histoire romantisent cela comme une opportunité manquée. C'est un mensonge. La réalité est bien plus complexe, bien plus brutale et bien plus scientifique. Le mammouth n'a pas été domestiqué, non pas parce que personne n'a réussi, mais parce que la biologie, le temps et la thermodynamique ne le permettaient non pas. Ceci est l'histoire de la plus grande frontière d'ingénierie de l'humanité. Abonnez-vous, car comprendre cette frontière, c'est vraiment comprendre nos ancêtres. Lorsque vous regardez cette ombre géante émerger de la brume, votre cerveau se fige un instant. 10 tonnes, une longueur de plus de 6 mètres, poilu, lent et totalement calme. Vous, pendant ce temps, vous êtes couché dans la neige, à moitié affamé, à moitié gelé, avec une sagaie en os. Et à ce moment, une question étrange vous vient à l'esprit. Et si nous ne le chassions pas? Et si nous le domestiquions? Cette question est l'un des plus grands pièges mentaux de l'homme moderne. Nous regardons en arrière, nous voyons les éléphants d'Hannibal traverser les Alpes, les éléphants d'Asie transporter des troncs d'arbres. Et nous nous disons, pourquoi n'ont-ils pas pu le faire? Comme si l'homme de l'âge de glace était incompétent, comme s'il y avait une opportunité évidente qu'ils avaient manquée. Hollywood nourrit cette illusion. Un chasseur héroïque sauve un bébé mammouth, gagne lentement sa confiance, et finalement, l'animal gigantesque marche aux côtés de l'homme. La musique s'envole, le spectateur sourit. La réalité est bien plus brutale et bien plus intéressante. La domestication, ce n'est pas apprivoiser un animal. Sans comprendre cette distinction, vous ne pouvez jamais comprendre la question du mammouth. Un lion de cirque est dressé. Sa génétique est toujours sauvage. Ses instincts sont toujours basés sur la chasse. Ils sont seulement réprimés. Mais un chien est un organisme complètement différent, issu de milliers d'années de sélection reproductive à partir du loup. Sa peur a changé, sa hiérarchie sociale a changé, sa structure neuronale a changé. Même la façon dont il regarde l'œil humain a été reprogrammée au niveau génétique. Voilà ce qu'est la domestication. Et ce processus prend des générations, des dizaines, des centaines, parfois des milliers d'années. Maintenant, appliquez cette réalité au mammouth et voyez pourquoi le système s'effondre. La période de gestation d'une femelle mammouth est d'environ 22 mois, presque 2 ans. Le petit qui naît atteint la maturité sexuelle entre 15 et 20 ans. Comparez, un chien peut se reproduire en 12 mois, un mouton en 1 an et demi. Un porc est encore plus rapide. Pour façonner ces animaux par sélection, un humain peut observer des dizaines de générations en quelques décennies. Mais avec le mammouth, à l'âge de glace, l'espérance de vie moyenne d'un humain était de 30 à 40 ans. Cela signifie qu'une personne ne pouvait voir qu'une, peut-être 2 générations de mammouths au cours de sa vie.
Lorsque vous calculez le nombre minimum de générations nécessaires pour lancer un programme de domestication, il était biologiquement impossible pour une seule personne de démarrer ce projet et d'en voir le résultat. Ce n'est pas un problème de protocole, c'est un mur érigé conjointement par la thermodynamique et la génétique. Pourtant, la question du temps ne s'arrête pas là. Il y a une autre non-concordance cruciale. Les domestications de grands mammifères ont eu lieu dans une fenêtre temporelle spécifique de l'histoire. Les moutons et les chèvres, il y a environ 10 000 ans. Les bovins, il y a 8 000 ans. Les chevaux et les ânes, il y a 4 000 ans. Et toutes ces domestications ont eu lieu dans une géographie précise, avec une structure sociale précise. Le croissant fertile, le plateau iranien, l'Asie centrale, des sociétés agricoles sédentaires, un surplus alimentaire, une organisation politique, une mémoire institutionnelle capable de porter un projet sur plusieurs générations. Les mammouths, eux, quittaient la scène précisément à cette période. Les grands troupeaux des continents principaux se sont éteints il y a 10 000 ans. Les derniers survivants sur des îles isolées comme l'île Wrangel n'étaient que de petits groupes de quelques centaines d'individus, génétiquement effondrés. Autrement dit, à l'époque où les mammouths étaient nombreux et en bonne santé, les humains étaient des chasseurs-cueilleurs, dépourvus de la capacité de domestiquer. Lorsque les humains ont acquis cette capacité, les mammouths n'étaient plus là. Ces deux fenêtres ne se sont jamais superposées. Mais disons qu'elles l'avaient fait. Disons que le timing était parfait, que la structure sociale était prête, que les humains étaient déterminés à lancer le projet de domestication du mammouth. C'est alors que le deuxième mur serait apparu, le coût de l'alimentation. Pour survivre, un mammouth devait consommer entre 200 et 300 kg de matière végétale par jour. Herbes, feuilles, branches, racines. C'est le chiffre que nous donne la modélisation basée sur les éléphants modernes. Maintenant, placez cela au milieu des steppes de l'âge de glace. En hiver, tout est sous la neige. Toutes les réserves de nourriture d'une tribu pourraient ne pas suffire à couvrir les besoins d'un seul jour de cet animal. Le loup a été domestiqué car les loups mangent les restes de viande et d'os, ce que l'homme avait déjà. La symbiose était logique. Pour le mammouth, l'équation était inversée. L'homme devait dépenser sa propre énergie de survie pour nourrir ce géant. Ce n'était pas seulement inefficace économiquement, c'était un pari qui risquait la famine. Pour une intelligence cherchant une stratégie calculée, la réponse à cette équation était claire. Chasser le mammouth, ne pas nourrir le mammouth. Pourtant, au-delà de la biologie et de l'économie, il y avait un troisième mur, peut-être le moins évoqué, le comportement. Les mammouths étaient intelligents. Ils se déplaçaient en troupeau, leurs liens sociaux étaient forts. Les femelles âgées portaient la mémoire et le sens de l'orientation du groupe. En théorie, ces caractéristiques sont avantageuses pour la domestication. Chez les espèces à hiérarchie sociale, l'homme peut se substituer au chef du troupeau. Cela a fonctionné avec les chiens. Cela a fonctionné avec les chevaux. Mais chez les éléphants, et probablement chez les mammouths, une bombe est enfouie dans cette équation. La période de must. Une fois par an, chez les éléphants mâles, les niveaux de testostérone explosent jusqu'à 60 fois la normale. Durant cette période, même le mâle le plus docile, le plus dressé, le plus habitué, peut tuer son propre soigneur. À une époque sans cage d'acier, sans tranquillisant, sans équipe vétérinaire, ce n'était pas un risque contrôlable. Garder un mammouth mâle en musth au sein du clan, c'était accepter un risque de mort systématique.
une erreur, un moment imprévu, et tout le clan pouvait être anéanti. Même les éléphants modernes ne sont, pour cette raison, jamais véritablement domestiqués. Les éléphants utilisés en Asie sont des animaux capturés dans la population sauvage et dressés individuellement. Une véritable race d'éléphants domestiques se reproduisant d'elle-même et génétiquement modifiée n'a jamais été créée. La raison est précisément cette dynamique. Avec le mammouth, la situation aurait été encore plus complexe. Un corps plus grand, une défense plus puissante, un répertoire comportemental moins prévisible. Le registre archéologique confirme cette vérité avec une froide certitude. Des milliers de sites de fouilles contenant des restes de mammouths ont été étudiés. Que trouvons-nous dans ces sites? Des pointes de sagaie, des traces de découpe, des scènes de dépeçage, des abris et des outils en os, des preuves que chaque partie du mammouth était utilisée méticuleusement, systématiquement. C'est le produit d'une intelligence d'ingénieur, un système de connaissances collectif qui optimise tout et ne gaspille rien. Mais dans aucun site de fouille, on n'a trouvé de traces de harnais. Sur les os du cou et des épaules, on n'a pas trouvé les pathologies causées par la traction régulière de charge. On n'a pas trouvé de peintures rupestres ou de gravures montrant des scènes de monte ou de conduite de troupeaux. Le mammouth est entré dans l'art, mais toujours comme une créature dépeinte de loin, chassée, observée avec crainte et respect. Jamais comme un partenaire à ses côtés, dirigé, portant une charge. Ce vide n'est pas une coïncidence. C'est la véritable définition de la relation entre ces deux espèces, chasseur et proie. La relation de berger à troupeau ne s'est jamais établie, car la biologie, l'économie et le temps ne le permettaient pas. Descendons maintenant à un niveau plus profond. La domestication n'est jamais l'invention d'un seul génie. Le loup ne s'est pas transformé en chien, parce qu'un jour, un homme l'a ramené chez lui et a dit « Maintenant, tu es mon chien ». Ce processus s'est déroulé sur des milliers d'années, dans des milliers de communautés humaines différentes, de manière inconsciente. Les loups les moins agressifs pouvaient s'approcher plus facilement des campements, trouver des restes de viande, survivaient, se reproduisaient. Les humains ont inconsciemment favorisé ces individus dociles. Au fil des générations, cette préférence accumulée a conduit à une transformation génétique. La domestication est un paquet de données collectifs, l'inscription dans la génétique d'observation, de préférences et d'expériences accumulées sur des générations. Pour le mammouth, ce paquet de données collectives ne s'est jamais formé. Car, pour qu'il se forme, il aurait fallu que les humains établissent une cohabitation suffisamment longue, suffisamment proche et suffisamment sûre avec les mammouths. Or, chaque instant de la chasse aux mammouths comportait un risque mortel. Cette proximité critique, nécessaire à la construction de la confiance, n'a jamais pu devenir systématique à cause du danger physique que représentait cet animal géant. Et enfin, la géographie elle-même fait partie de l'équation. La toundra sibérienne, les steppes d'Eurasie du Nord et les régions froides d'Amérique du Nord où vivaient les mammouths étaient des zones où l'agriculture n'a jamais pris racine, ou seulement très tardivement. Les grandes civilisations se sont établies plus au sud, en Mésopotamie, dans la vallée de l'Indus, dans le bassin du fleuve Jaune. Ces civilisations n'avaient pas la capacité d'atteindre la géographie du mammouth. Et les peuples de la géographie du mammouth n'avaient pas l'infrastructure sociale pour soutenir un projet de domestication. La géographie et la culture, une fois de plus, se sont rencontrées au mauvais endroit, au mauvais moment. Par conséquent,
le mammouth n'a pas été domestiqué, non pas parce que l'humanité a échoué. L'humanité a pris la décision la plus rationnelle, avec les données dont elle disposait. Le mammouth était un entrepôt ambulant de nourriture et de matières premières. Et la stratégie la plus efficace était de le chasser. Pour cette espèce, la domestication était biologiquement trop lente, économiquement insoutenable, comportementalement dangereuse et temporellement IMPOS cible. L'homme de l'âge de glace qui a compris cela n'était pas incompétent. Au contraire, il avait optimisé ses ressources par une analyse systématique. Nos ancêtres se sont tenus face au mammouth, pas sur le mammouth. Et ce choix était le calcul cristallisé de millions d'années d'évolution. Mais il y a une autre couche dans ce récit que nous n'avons pas encore abordée. Peut-être l'obstacle le plus silencieux, le plus invisible, la peur. Le loup s'est approché des campements humains. Ce n'était ni courage, ni stupidité, c'était un calcul évolutif. Autour du camp, il y avait des restes de viande, de la chaleur, une sécurité relative. Les individus les moins timides parmi les loups ont pris ce risque, ont survécu, se sont reproduits. Avec le temps, ce comportement d'approche s'est inscrit dans la génétique. L'odeur humaine, pour le loup, est passée d'un signal de danger à un signal d'opportunité. Demande plus de calories. Au milieu des steppes glaciaires, une nuit où la neige atteint plusieurs mètres d'épaisseur, où trouverez-vous la prochaine proie? Le mammouth est parti. Mais la faim est toujours là. Cette question, nos ancêtres ont dû se la poser après chaque chasse. Et la réponse donnait naissance au problème mortel suivant, trouver et approcher le gros gibier à l'ère glaciaire. Un mammouth géant pouvait au moins être vu à travers la brume. Mais les troupeaux de rennes, les chevaux sauvages, les agneaux, ils étaient invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Où va le troupeau? Par quelle vallée passera-t-il? À quelle saison? Dans quelle direction? Et la question la plus critique, comment les approcherez-vous sans vous exposer, avec le vent dans le dos, sans laisser de traces? Ce n'était pas seulement une question de courage. Les films vous vendent le courage. La réalité était autre. À l'âge de glace, la chasse était un problème de calcul biomécanique et météorologique. Les réponses sont enfouies sous terre, dans les eaux gelées, dans la géométrie des empreintes anciennes. Abonnez-vous, car à l'âge de glace, la connaissance n'est pas le pouvoir, c'est la vie.